Donc David Engels, bonjour, et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez rester avec nous jusqu'à 9 heures, donc on en est ravis. Merci Pas de donc souci. d'être avec nous une semaine de plus, et aujourd'hui vous allez nous parler de l'AfD, une fois n'est pas coutume, même de l'Allemagne, puisque ce qui s'est passé ces dernières semaines dépasse tout entendement et est de très mauvais augure pour ce qui pourrait aussi arriver en France. Oui, tout à fait. Je vais vous parler de trois cas de figure assez préoccupants et dont on n'a, pour ainsi dire, pas entendu parler dans les médias français. Alors tout d'abord, signalons à Ludwigshafen l'exclusion brutale de Joachim Paul, le candidat du parti patriote AfD, des élections communales du 21 décembre 2025. Un événement loin d'être un simple fait divers. Ancien professeur et chef d'établissement scolaire, Paul siège depuis 2016 au Landtag de Rhénanie-Palatinat. Il a aussi été le numéro 2 de son groupe politique jusqu'en 2021. Or, le 5 août, le comité électoral municipal a tout simplement refusé son enregistrement sur les listes, au motif que le comité ne peut pas garantir son engagement honnête en faveur de l'ordre démocratique allemand. Mais que reproche-t-on exactement à Paul? Alors, tenez-vous bien, l'homme politique aurait publié des articles dans le magazine autrichien libertaire Freilich. Il connaîtrait des personnes de la nouvelle droite. Il aurait participé à une conférence où l'on aurait parlé aussi de rémigration. Il aurait été actif dans une corporation estudiantine et alors, comble de la honte, il aurait posté une référence positive par rapport au Seigneur des Anneaux de Tolkien dans les médias sociaux. Voilà en gros ce qui suffit dans l'Allemagne de l'an 2025 pour être tout simplement rayé comme extrême droite d'une liste électorale. Alors évidemment, Joachim Paul a rentré en recours en justice, mais le tribunal administratif l'a rejeté le 18 août, décision ensuite confirmée par le Oberverwaltungsgericht de Koblenz le 25 août. Juridiquement, la raison donnée est très simple et très glaçante. Avant le scrutin, les juges n'ouvriraient la porte à une révision qu'en cas d'illégalité manifeste. Sinon, on préfère renvoyer le cas en contrôle a posteriori pour ne pas déstabiliser l'élection en cours. Les juges n'ont donc nullement confirmé une quelconque inconstitutionnalité personnelle de la part de M. Paul, mais estiment simplement qu'il existe des indices suffisants permettant au comité d'écarter le candidat de manière, pour ainsi dire, prophylactique, et que le contrôle, s'il doit avoir lieu, se fera après coup, une fois le tour joué. Décidément, la RDA n'est plus très loin. En France, l'exclusion de Marine Le Pen se basait au moins sur un simulacre de condamnation pénale, mais là, Oui, exactement. Le message est très clair. Si l'on n'interdit pas tout simplement la AfD, et d'ailleurs on s'en approche à grands pas, l'on exclura simplement tous les candidats patriotiques des listes électorales qui auraient un minimum de chances de succès. On n'est plus très loin de Staline qui aurait dit que le contrôle sur l'État n'appartenait pas à celui qui comptait les votes, mais celui qui établissait les listes électorales. Mais venons-en au prochain cas, l'affaire Marla Svenja Liebig, plus satirique mais également préoccupante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Sven Liebig est une figure de la droite bien établie depuis les années 1990, inculpée notamment pour incitation à la haine, vente en ligne de batteurs de baseball avec inscription aide à la rémigration et violence en marge de mobilisation anti-Covid. Alors Liebig ayant été condamné maintenant à une peine de prison il y a quelques semaines, il a choisi de faire un énorme pied de nez à la gauche allemande en se servant justement du fameux Selbstbestimmungsgesetz, c'est-à-dire c'est cette loi odieuse votée fin 2024 permettant désormais à tout citoyen allemand de modifier son sexe légal par une simple déclaration administrative sans aucune nécessité d'examen psychologique ou médical. Sven Liebig s'est donc fait déclarer femme, a adopté le nom officiel de Marla Svenja Liebig et a popularisé partout des photos hilarantes qui le montrent homme imposant de 55 ans avec moustache grise, portant maquillage, boucles d'oreilles et vêtements féminins. Ce qui plus est, il vient de rendre à la gauche la pièce de sa monnaie en ouvrant désormais des milliers de procès
contre quiconque continuerait encore d'utiliser son ancien pronom masculin, obligeant ainsi la gauche tout entière maintenant à le désigner comme femme, de peur de devenir victime des mêmes lois absurdes qu'elle-même vient d'imposer à tout le pays. Et sommet de la provocation, Liebig vient de requérir le droit de purger sa peine de prison dans une prison pour femmes à Chemnitz. Alors là, immédiatement, les médias se sont déchaînés. Bien sûr, le genre n'est qu'une construction sociale, bien sûr, la masculinité toxique et le patriarcat doivent être démantelés, bien sûr, les droits des queers doivent être toujours élargis, bien sûr, l'État doit punir quiconque ne jouerait pas le jeu, mais alors qu'une personne de l'extrême droite et non pas de l'extrême gauche puisse réclamer pour elle précisément ces mêmes privilèges, alors là, impossible. Réaction politique ne s'est pas fait attendre non plus. Même le ministre social-chrétien de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dénonce un exemple flagrant de détournement du droit et réclame donc une refonte de la loi pour en limiter les abus par la droite. Mais les socialistes, pour le moment, ou les sociodémocrates, restent fermes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Les lois des trans ont absolue priorité. Dès lors, Marla Svenja Liebig a bien été convoqué de se rendre à la prison pour femmes de Chemnitz, mais là, nouveau pied de nez, le provocateur vient de prendre la fuite et a demandé l'asile politique en Russie, où il se trouve à ce moment même. Et c'est rassurant que nous, les Français, ne soyons pas les seuls à posséder une classe politique qui se ridiculise de jour en jour un peu plus. Oui, en effet. Et plus elle se ridiculise, plus elle tente évidemment de conserver le contrôle par les moyens les plus autoritaires, en Allemagne comme partout ailleurs. Mais examinons maintenant le dernier cas, peut-être le plus préoccupant. Ainsi, en Rhénanie du Nord-Westphalie, la campagne électorale vient d'être bouleversée par une série de décès qui suscitent à la fois tristesse, mais aussi interrogation et soupçon. En l'espace de quelques jours à peine, 7 candidats, enfin peut-être qu'il y en a même plus maintenant, mais en tout cas, quand j'ai vérifié la dernière fois, 7 candidats du parti d'opposition de droite AfD aux élections municipales du 14 septembre ont perdu la vie. Une accumulation assez troublante, au point que certains parlent même d'improbabilité statistique. Même Elon Musk, jamais avare de commentaires sur l'actualité internationale, s'en est étonné publiquement. Alors certes, la police, les médias et les autorités électorales l'ont répété, dans tous les 7 cas, il s'agirait de causes naturelles ou de circonstances personnelles tragiques. Ainsi, on cite simplement une série malencontreuse de crises cardiaques, de défaillances rénales, de décès consécutifs à des longues maladies, il y aurait même un suicide. Aucun indice criminel n'a été relevé, aucune enquête n'a été ouverte d'ailleurs pour confirmer la thèse d'une action organisée. Alors, certes, le nombre de candidats qui est en jeu, il s'agit maintenant de 20 000 à peu près à travers le Land, relativise ou quelque peu cette coïncidence. 16 décès ont été enregistrés au total, d'ailleurs, toutes formations politiques confondues. Pourtant, les théories de conspiration circulent dans tous les milieux de la droite. L'économiste Stefan Homburg évoque une coïncidence quasi impossible, comme le font des dizaines d'autres. Alice Weidel, coprésidente fédérale de l'AfD, reprend aussi l'argument pour dénoncer un climat délétère. Elon Musk, depuis son réseau social, ajoute sa voix au cœur des sceptiques. Il y verrait même une menace pour la démocratie allemande. Autant de réactions donc, qui alimentent les soupçons dans un contexte évidemment nettement plus large, qui est celle de la mise à l'écart progressive de l'AfD, qui est actuellement portée à 25% des intentions de vote et qui est tête à tête avec les chrétiens démocrates du chancelier Merz, écartement donc ou non de la protection des valeurs démocratiques. Car c'est bien là que réside l'interrogation la plus profonde. Même si chaque décès est, selon les éléments connus, explicable par des raisons médicales ou personnelles, leur accumulation crée un climat de doute. Et ce doute se nourrit d'un contexte où certains candidats, comme Joachim Paul, dont on vient de parler plus haut, ont été aléatoirement exclus de scrutin, où les services de renseignement classent le AfD comme suspect d'agissement d'extrême droite, où des membres de la AfD se font agresser et violenter quasi tous les jours par l'Antifa, où les maisons et les voitures de personnages de droite se font vandaliser, voire incendier, sans que la police semble très intéressée à élucider les faits, où les banques ferment les comptes de tout un chacun qui serait connu comme activiste de droite. Bref, où la ligne de partage entre protection de la démocratie et mise sous tutelle des électeurs paraît de plus en plus fragile.
Oui, au fond, le véritable choc n'est pas tant la mort soudaine de 7 candidats politiques que le fait qu'une part non négligeable de la population soit désormais convaincue que le régime en place est forcément responsable de ces meurtres multiples afin de museler l'opposition. Exactement. Ce qui, encore, il y aurait quelques années, aurait été impensable est maintenant devenu presque une banalité. En Allemagne, il y a des cas de décès de ce style-là et on soupçonne en grande partie que l'État est capable, ou que les élites sont capables d'assassinats politiques. On est arrivé maintenant là en Allemagne. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascot, votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de réversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de réversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État, tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Je dis bien certains élus parce que tous les élus ne sont pas pourris.